Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 100% Paddock pour ce débrief de la troisième manche du championnat du monde et ce Grand Prix du Japon sur le mythique tracé de Suzuka qui nous a quand même offert une belle course. À ma droite, Victor, Elena, à ma gauche, Lisa et Louis. Comment allez-vous ? Ça va Parfait, bien. tout va très bien. Un peu fatigué de ce... Qui s'est levé ? C'est ce que j'allais demander pour ce... Pas On moi. s'est levé tôt. Ouais. On s'est levé tôt. La Formule 1 le matin, le soir la MotoGP, c'était Ouais, hard ce c'était week-end. génial. Avec le changement d'heure et tout. Génial. Bon, en tout cas, on va débriefer ce Grand Prix. Il y a quand même pas mal de choses à dire, notamment dans les informations, le petit débat, notre bonus-malus. Vous allez voir, c'est très complet et on parle un peu de tout le monde. On va commencer avec les 3 informations à retenir de ce week-end. Et la première, la deuxième victoire consécutive d'Andrea Kimi Antonelli, qui pourtant avait pris un très mauvais départ dont s'est amusé Toto Wolff après le Grand Prix. Mais donc, c'est le plus jeune leader du championnat de l'histoire, tout simplement. Avec 72 points contre 63 pour Russell, ça fait 9 points d'avance. C'est quand même un petit séisme de ce début de saison en seulement 3 courses. Personne ne s'attendait à ce que Kimi Antonelli prenne les devants après la manche au Japon. Quel est vos premiers mots sur, on peut dire, cet exploit, puisque Russell, ce week-end, était pas mal largué par rapport à son jeune coéquipier italien. Non, il était pas largué. En termes de rythme en course, ouais, on en termes avait de rythme, mais bon, un pilote qui était englué quand même dans le trafic. Antonelli, il a juste eu un coup de pouce et voilà. Russell, le contraire, bon, il pleurait à la fin, mais il a eu juste je vais pas dire de la chance, mais On a vu quand même un Russell qui n'arrivait pas à se défaire de Charles Leclerc avec un bien moins bon rythme et un Antonelli qui a creusé l'écart jusqu'à une quinzaine de secondes par rapport à ses concurrents quand même. Oui. Non, mais il gérait bien la course au début, etc. jusqu'à la safety car. Et puis, par contre, Antonelli a fait une deuxième partie de course juste exceptionnelle. Hein. Il a mis plus de 10 secondes et tout. Enfin, on y reviendra, mais c'est dommage pour Russell. Mais Antonelli a su en profiter et tant mieux pour lui. Voilà. Bah après, il a eu un coup de pouce, mais il a quand même eu un très bon rythme ce week-end. Ouais, enfin, il se rate au départ, il est 6ème. Personne Oui, ne bon, voyait gagner la course au début, quoi. Bah, on en connaît des pilotes qui ratent leur départ. Hein, Non mais ok, mais si on se bat sur Lando Norris, c'est d'accord. Mais Oui, voilà. ok, mais bon, quand même, là, les deux Mercedes sont bien restés collés au départ, quoi. C'était surprenant de les voir... Les deux ont raté leur départ, Ouais, effectivement. les deux. Ouais, après, ils ont un peu connu la même course, mais à l'opposé. Enfin, Russell, Antonelli plutôt, a été bloqué dans le trafic la première partie. Et ensuite, ça s'est inversé avec Russell. Par contre, là où Russell n'a pas su remonter, Antonelli a su faire la différence juste avant la safety car pour ensuite profiter justement de celle-ci. Parce que il faut profiter évidemment des safety cars, mais il faut être au bon endroit au bon moment. C'est ça. Lui, il a su l'être, donc il a fait le travail qu'il fallait quand même. Louis, on va revenir quand même, parce que toi, on a entendu Russell à la radio, bloqué derrière Leclerc, qui a eu beaucoup de mal à remonter, mais plus sur Mercedes finalement, puisque même si on se réjouit de la victoire d'Antonelli et de cet exploit d'être leader du championnat à son âge, on a quand même une Mercedes qui peine beaucoup dans le trafic. C'est ce qu'on voit, on a une Mercedes qui est très rapide quand elle est toute seule en piste, en première position. Par contre, dans le trafic, c'est beaucoup plus compliqué. On l'a vu à la fois face au Ferrari et à la fois face au McLaren. Ouais, il a eu du mal à doubler Leclerc et Hamilton pendant la course. Mais après, elles sont rapides aussi, les Ferrari. Il faut pas non plus les sous-estimer. Leclerc et Hamilton, ils savent aussi jouer avec leur batterie ils ont joué avec intelligence leur gestion de batterie. Donc c'est sûr que Russell, il a eu un peu de mal. Et puis voilà. Mais c'est ce qui arrive souvent, je pense. Ça me fait penser un petit peu à Red Bull aussi, il y a quelques années. Souvent, quand les voitures sont très très rapides en ligne droite et sont performantes seules, je dirais, dans le paquet, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, à voir l'évolution dans la suite de la saison. Mais je pense que si ça continue comme ça leur posera pas trop de problèmes s'ils arrivent à rester devant en qualif, en sprint. Ça peut que leur faire une bonne saison à Mercedes. Après, étonnant, pour moi personnellement, ça m'étonne de voir Antonelli devant Russell au tout début de la saison comme ça. On en avait parlé un petit peu dans les épisodes précédents. On pensait que Russell, forcément, avec son expérience, allait pas dominer son coéquipier, mais allait quand même être son mentor. Et là, les positions sont inversées, donc c'est étonnant. Et ça fait du bien aussi de voir un jeune comme ça être devant et pas se laisser intimider, je dirais, par son coéquipier. Donc c'est super. Après, il n'y a que 3 courses, donc la route est encore longue. Oui, puis même, je trouve que ça fait du bien dans le sens où Anthony, il a un peu
été un peu critiqué. Le choix du jeune qui arrive rapidement propulsé en Formule 1 pour remplacer Lewis Hamilton. Donc je pense que aussi pour lui ça doit lui faire du bien de mais je mérite d'être là et abat les critiques finalement. Donc, Et puis il a surtout été critiqué pour ses erreurs la saison C'est ça. passée, donc là il montre qu'il est capable d'endosser ce rôle. C'est sûr que la combinaison qui était là avant lui était un peu large, mais ça n'a pas l'air de lui faire peur, donc à voir. Victor, c'est vrai que le jeune Italien, on le trouve quand même très solide, hormis cette safety car qui lui a grandement bénéficié dans cette deuxième partie de course, dont il a su tirer un avantage. Comme un peu Lewis Hamilton, c'était les deux gagnants quand la safety car est tombée. Mais Kimi Antonelli, on a quand même un pilote en Chine qui était très compétitif, qui est resté devant tout le Grand Prix. Là, encore une fois, en première partie de course, on a un pilote qui a su quand même gérer le trafic. Par rapport à son coéquipier, c'est ce qu'ont dit les médias, notamment italiens, c'est que ça a été mieux géré du côté de Kimi Antonelli. Alors peut-être que c'est la fougue, peut-être de la jeunesse, de ne pas se douter forcément de tous les pièges du trafic, comme ce que connaît et ce qu'a déjà expérimenté George Russell. Est-ce qu'on n'a pas une bataille interne qui s'annonce chez Mercedes, même si la route est encore longue, on n'a que 3 Grands Prix sur 22 qui ont été effectués, mais on sent quand même l'Italien qui prend en galon et finalement qui surprend un peu tout le monde. Ouais, puis déjà en qualification, il est solide. On a vu Russell, il a déjà été fébrile 2 fois. En Chine, il a eu un petit problème de batterie, là il y a un petit problème de réglage. Mais je pense que c'est pas anodin que ça tombe sur Russell, il montre déjà des petits signes de fébrilité, alors qu'Antonelli, il est là pour assurer les pole positions. Donc il est performant sur un tour de qualification, il est aussi performant en course. Il y a ce petit problème au départ à chaque fois qu'il va falloir travailler pour lui. C'est pas un petit problème, il était premier, il est arrivé, au bout du virage, il est 6ème. C'est vrai. Oui, je dis petit parce qu'au final il gagne, mais c'est vrai que s'il finit 6ème au Grand Prix, c'est presque scandaleux de par sa qualification. Donc ça va qu'il se rattrape sur la course, mais c'est vrai que c'est quand même un gros problème à régler. Mais après, il reste quand même très performant. Est-ce que pour George Russell, les problèmes ne peuvent pas venir de l'aspect mental ? Parce qu'actuellement, il n'y a que Mercedes, il n'y a que 2 pilotes qui peuvent jouer le titre. Il y a lui et Kimi Antonelli. Et tout le monde le met favori parce qu'à côté, Kimi Antonelli, c'est 19 ans, c'est la jeunesse, c'est un pilote inexpérimenté par rapport à lui. Est-ce que George Russell ne prend pas toute la pression, que ça soit dans l'écurie, que ça soit médiatique, pour jouer ce titre de champion du monde? Et derrière, il y a des vraies répercussions en piste. Il est capable de se tendre un peu plus facilement. On l'a vu en course râler et avoir ces petits pics envers son ingénieur. C'est pas anodin. Et là encore, ça profite à la fougue du jeune Antonelli. Bah oui, non mais Russell, il a tout à perdre. Il a la meilleure voiture, c'est lui le plus expérimenté. Lui, Antonelli, il arrive. S'il perd le championnat, on va rien lui dire. Il a 19 ans, il est encore là pour largement apprendre. On sait qu'il sera champion un jour. J'espère pour lui, mais c'est sûr que oui, Russell, il doit se crisper encore plus. Il sait qu'il doit bien faire. Il a toute une écurie sur ses épaules, donc il est là. Antonelli, il est juste derrière. Lui, il prend juste l'aspiration et puis là, c'est cool. Il en profite, donc on va voir où ça va le mener. Et puis surtout, je pense que en plus de la pression actuelle, il y a aussi toutes ces années passées chez Mercedes je pense qu'il doit se revoir un petit peu en Kimi. Et quand lui est arrivé chez Mercedes, il était à côté d'Hamilton, donc c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais le Grand Prix où il l'a remplacé la saison avant d'arriver chez Mercedes, si la voiture ne le lâche pas, il gagne le Grand Prix. Et je pense que c'est quelque chose qui reste dans la tête et qui se dit, en fait, là, il faut que je fasse mes preuves. Et il y a un petit jeune qui arrive. Et il est en train un petit peu de chambouler mes projets parce que là, il faut le dire, c'est l'année où Russell a l'occasion de battre son coéquipier parce que d'être à côté d'Hamilton, c'est pas facile non plus. C'est comme Verstappen, c'est normal. Donc je pense que la pression commence à monter et ça joue pas en sa faveur du tout, là, c'est sûr. Puis même, on sait que la pression, je pense à Norris l'année dernière. Enfin, on sait à quel point ça peut faire des ravages. On fait beaucoup plus d'erreurs. On est potentiellement moins confiant dans ses performances. Là, en plus, et tu l'as très bien dit, on a un jeune pilote qui commence à le chambouler un peu et à dominer pas mal. Donc je pense que l'ascendant mental aussi, il doit pas mal jouer. Pardon. Mais attention, justement, ça peut changer aussi, comme on l'a vu à l'image de McLaren la saison dernière. Au début de saison, Piastri n'était pas du tout dedans et ensuite il a complètement renverser Norris et Norris a su rebondir, mais attention, on peut revoir un petit duel comme ça et ça fait du bien de revoir des coéquipiers qui se battent parce que c'est sûr que d'avoir des grosses têtes avec des petits pilotes à côté, ça nous laisse un peu moins de spectacle, quoi. Donc c'est cool.
Bon, en tout cas, il y a un deuxième pilote, c'est notre deuxième information à retenir, un deuxième pilote qui a été très content ce week-end puisque c'était la première fois en fait qu'il terminait, qu'il démarrait un Grand Prix, c'est Oscar Piastri et donc ses premiers tours de l'année et une deuxième place. Il a confirmé quand même ce qu'on voyait de McLaren. On voyait que la McLaren n'avait pas un si mauvais rythme que ça par rapport à la Ferrari, même si on ne l'avait pas vu de son côté lors des 2 premiers Grands Prix, mais Oscar Piastri qui a fait un très bon départ pour prendre la tête tout de suite, qui a profité des mauvais départs des Mercedes, qui est longtemps resté devant. Et sans cette safety car, il discutait avec son ingénieur d'une stratégie pour gagner la course. Et on a vu que sur plusieurs tours, il était capable de tenir Russell à un peu plus de la seconde en gérant bien sa batterie. Et ce qui faisait que George Russell était incapable d'aller attaquer l'Australien dans la McLaren. Donc un excellent départ, un meilleur rythme quand même que la Mercedes de George Russell et une meilleure gestion de la batterie. Est-ce que la saison de McLaren est enfin lancée avec ce résultat positif ? Oui, clairement. Ouais, clairement lancé. Ils sont directement dans le match dès les premiers tours de Piastri en Grand Prix. Il y a ce départ où il a pris un excellent départ un peu type Ferrari. Donc on ne comprend pas trop quelle est la différence entre les moteurs Mercedes et chez McLaren. Parce qu'on voit bien que chez McLaren, il n'y a aucun problème au départ. Mais sinon, il fait une course quasi parfaite, sans la safety car. Voilà, il devançait Russell. Est-ce que Russell en gardait un peu sous le pied ? Ça, on ne pourra jamais le savoir vraiment. Mais il était quand même bien devant sur le premier rythme, sur le premier relais. Donc pour Piastri, c'est un top résultat. Et puis il parlait, ils peuvent pas être déçus de cette deuxième place. Parce qu'avec toutes les galères qu'ils ont connues en début de saison, évidemment, cette deuxième place, ils peuvent la prendre. En être content même, plus qu'en être pas déçu. Ouais, non mais Piastri, en vrai je savais que McLaren ils allaient revenir et qu'ils allaient un petit peu jouer les troubles fêtes et tout, mais là à ce qu'il soit deuxième avec un tel rythme et tout, franchement Piastri il m'a surpris et tant mieux, ça n'arrange pas Ferrari parce que ça va leur piquer quelques places sur le podium, mais j'espère qu'ils vont pouvoir un petit peu titiller même les Mercedes parce que là voir Antonelli sur la deuxième partie de la course on l'a pas vu parce qu'il était 12 secondes devant, on savait déjà que c'était fini, donc le problème, c'est qu'il a déjà beaucoup de points de retard avec les 2 abandons du début, donc ça va être compliqué d'accrocher. Bon, après, on sait jamais, une course, une saison, c'est vraiment long. C'est chacun son tour. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, mais c'est très intéressant, en tout cas, c'est vraiment cool. Léna, il y a quand même quelque chose d'intéressant à voir dans la photographie globale de cette course, c'est que Russell et Antonelli et Lando Norris et Oscar Piastri, Lando Norris a aussi eu beaucoup de mal dans le trafic, comme George Russell, là où Oscar Piastri avec Kimi Antonelli, plus détaché, sont allés beaucoup plus vite devant. Et on pourrait dire la même chose de Charles Leclerc qui s'est battu pour le podium avec plus de facilité qu'Hamilton. Quand il a perdu justement ce podium, il est tombé, il a été englué entre Norris, Russell, il a pas su vraiment comment gérer la fin de cette course et c'était très compliqué. On a l'impression vraiment qu'avec cette nouvelle réglementation, et ça s'est beaucoup vu sur ce tracé assez sinueux par endroits de Suzuka, c'est que quand on est dans le trafic, c'est assez compliqué avec cette génération de monoplaces. C'est clair, et puis justement, on a vu que Norris avait eu des difficultés dans le trafic, que Hamilton a eu des difficultés dans le trafic, donc potentiellement une similitude de difficultés au niveau de la nouvelle réglementation, et donc on va voir si au fur et à mesure et l'évolution des positions, tout simplement au fur et à mesure des courses, ça va révéler certaines facilités pour certaines écuries ou des difficultés dans l'autre, donc c'est intéressant à observer comme dynamique. Mais je pense que Marius il soulève surtout des pilotes qui, il faut le dire, ont l'habitude d'être devant et d'être aux avant-postes. Donc je pense que là, les pilotes qui s'en sont mieux sortis, sont ceux qui ont l'habitude d'être déjà un petit peu plus dans le paquet que Russell, Hamilton, Norris. Ce sont un peu plus des pilotes qui sont aux avant-postes. Et là, dans cette génération... je pense que les batteries, il faut vraiment aller chercher plus du mental et de la réflexion. Et là, ça profite à Antonelli, à Piastri, qui sont un peu plus des stratèges que des pilotes, je pense. Donc ça dépend du style de pilotage de chacun. Après, je pense qu'au fur et à mesure de la saison, chacun va s'adapter un petit peu mieux, un petit peu plus. Mais là, je pense qu'on va en parler ensuite avec la FIA qui va peut-être revoir le 50-50. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, donc... à voir. Puis il y a beaucoup de choses qui vont changer. On sait qu'il y a la date fatidique du 1er juin où on aura le mélange à chaud au niveau des moteurs, tout ce qui concernait cette polémique du moteur Mercedes. Donc possiblement, d'ici
le 1er juin d'ici cet été, on aura quand même pas mal d'évolutions et qui vont toucher aux performances directes des voitures, donc ça sera intéressant à suivre, d'où l'importance de ne pas perdre trop de points en ce début de saison. Je pense à Leclerc notamment, s'il veut garder une chance, on ne sait pas comment la saison peut évoluer, de se battre, de rester à quand même bonne distance des Mercedes, ça peut être intéressant en vue de la deuxième partie de saison. Oui, et puis Fred Vasseur, il parlait quasiment d'un nouveau championnat des Miami. Donc est-ce qu'il parlait de la réglementation ou des améliorations, on ne sait pas trop. Parce qu'on sait qu'il va y avoir un mois de pause avant Miami, donc il y a un mois, donc les voitures vont travailler. ramener beaucoup d'améliorations. Donc il parle carrément d'un nouveau championnat, donc toutes les cartes vont être rabattues. Et par contre, il y a une écurie qui fait la tête, si on peut le dire comme ça, ce week-end. Alors c'était pas facile depuis le début de saison, et c'est notre troisième information, et pas des moindres, c'est les problèmes rencontrés par Red Bull. Et ce week-end, ça a aussi pas mal touché Isaac Hadjar, qui était quand même très performant depuis le début de saison, mais là, 12e seulement dans ce Grand Prix, un peu impuissant, là encore une fois, embourbé dans le trafic, sans solution, avec une voiture qui brinque-ballait, qui n'a pas du tout bien adhéré à cette piste de Suzuka. Et Verstappen, 8e à l'arrivée du Grand Prix, bloqué derrière Pierre Gasly, qui a fait une superbe et magnifique 7e place au volant de son Alpine, mais on en parlera un peu tout à l'heure, mais surtout qui a déclaré en fin de saison que pour rester en Formule 1, il fallait encore que les voitures soient amusantes à conduire, et qui a laissé vraiment cette fois sous-entendre un départ dès la fin de cette saison. C'était un week-end de trop là, pour Max Verstappen, qui va profiter de son petit mois sans course pour se poser et voir, mais c'est vrai que Red Bull, c'est vraiment très compliqué, ils sont vraiment à la peine, autant en qualification qu'en rythme de course, ils sont totalement bloqués derrière leurs concurrents. Puis même, personnellement, début de saison, je me suis dit, Red Bull, il livre pas énormément d'informations. Je me dis, attention, ça peut être dangereux, dans le sens où on a l'habitude, ils donnent pas beaucoup d'informations, donc au début, c'était un peu, peut-être finalement qu'ils vont nous cacher une bonne performance, et puis on voit un début de saison assez surprenant, je dirais, dans le mal, dans la difficulté. Ils ont du mal à trouver les bons réglages de cette voiture. On a deux pilotes. Hadjar, il avait fait plutôt, et tu l'as dit, sur les deux premières courses, plutôt bonnes performances, mais on voit Verstappen en difficulté avec cette nouvelle réglementation, pas satisfait de la voiture. Je pense que, pareil, la confiance au niveau de sa monoplace est mise à mal. Donc, moi, je dis, c'est assez surprenant, quoi, venant de Red Bull. Mais plus qu'il ne se sent pas à l'aise dans sa voiture, il ne se sent pas à l'aise dans tout simplement sa discipline. Et là, ça devient un petit peu plus problématique, parce que si c'est un problème de voiture, toutes les écuries passent par des saisons blanches, compliquées, voilà. Mais c'est sûr que déjà pour un champion du monde, c'est dur d'avoir une voiture moins performante que les autres années. Mais là, c'est même plus la performance qu'il met en avant, c'est plutôt son plaisir à lui de conduire. Et je pense que c'est pas le seul, mais il y en a beaucoup qui doivent pas le dire aussi. Mais c'est sûr que c'est aux antipodes de ce qu'on peut voir en Formule 1 depuis la nouvelle ère. Donc c'est plutôt inquiétant, et je pense que comme il parle et il dit ce qu'il pense, ça va peut-être donner aussi confiance aux autres pilotes pour dire ce qu'ils pensent aussi. Et je pense que la FIA, ce qu'ils ont annoncé, comme quoi ils allaient peut-être revoir le règlement, ça sort pas de nulle part, parce que Verstappen, c'est pas personne dans ce milieu, donc c'est sûr que s'il dit quelque chose, ça tombe pas dans les oreilles de sourds. Donc à voir ce que ça va donner, mais c'est dommage qu'un quadruple champion du monde ne se sente pas à l'aise dans sa discipline, ça fait un petit peu peur. Et pour rebondir, Lisa, c'était Jean-Luc Roy qui en parlait chez RMC ce week-end, qui disait, et c'est exactement tes propos, qui disait il est en train de perdre l'amour qu'il a vraiment pour la Formule 1, pas seulement pour un sport, mais tout un écosystème dans lequel il a grandi et pour lequel il s'est battu et pour accomplir ses rêves. Et malheureusement, si Verstappen perd ça, quand on connaît son amour pour d'autres disciplines du sport automobile, effectivement, on doute pas une seconde qu'il puisse prendre ses bagages et tout simplement partir. Mais s'il vient quitter la F1 à la fin de saison, ça serait vraiment une catastrophe industrielle pour la F1. De perdre son meilleur pilote en termes de pilotage pur, l'un des meilleurs, de le perdre juste parce qu'il prend plus de plaisir, ça renverrait une image, je trouve, catastrophique de la Formule 1 au global, en fait. Le problème, c'est que je pense qu'il va se prendre un petit peu, comme j'ai déjà pu le voir sur les réseaux sociaux, une vague de haine, dans le sens où c'est la première année où Red Bull est vraiment en difficulté, et donc on pense que parce que la voiture ne performe plus, Verstappen n'est pas content. Alors il faut faire la différence quand même entre la performance et
la réglementation qui change vraiment, vraiment tout dans la voiture. Donc je pense qu'en tant que puriste de F1, on a compris ce qu'il a voulu dire, mais c'est sûr que comme il est dans une année difficile, s'il part, on va plus le blâmer pour le fait de ne pas s'être battu et de ne pas être resté avec Red Bull quand c'était compliqué que de voir vraiment le fond du problème, je pense. Après, il est quand même arrivé en Formule 1 en 2015 chez Toro Rosso, il est arrivé chez Red Bull en 2016, il a quand même attendu jusqu'en 2021 avant de gagner. Ouais, mais Donc, parce que les Mercedes étaient largement devant et Oui, ils mais jouaient quand même les podiums et tout. Ça a montré qu'il se battait et malgré une Red Bull qui était largement en dessous. Il y a des saisons où il gagnait à peine une course et c'était très compliqué. Oui, mais donc depuis voilà, qu'il est après champion du évidemment monde, on connaît les réseaux sociaux et toutes les bêtises qu'on peut lire dessus, mais je pense qu'il y a quand même des arguments que les internautes pourront lire pour contrer ça. Mais effectivement, c'est des attaques comme tous les pilotes en subissent. À chaque fois, on connaît les réseaux sociaux. Tu as raison de le rappeler, Lisa. Voilà. Louis sur Verstappen peut-être. Ah, sur Verstappen, bah oui, on a vu qu'il a dit que sa voiture était inconduisible. Je l'ai jamais vu aussi dépité en conférence et tout. J'espère qu'il va s'y faire, qu'il va pas partir, parce que même si je le porte pas dans mon cœur, j'ai envie qu'il reste, parce que il est là, il amène toujours son étincelle, etc., même son tempérament et tout. Il faut ce genre de mec toujours en F1 en fait. Donc entre le dire et le faire de partir de la F1, j'espère que chez lui il y a un gap et qu'il va se remettre en question et que Red Bull va travailler pour... Mais de toute manière, après, là, va y avoir l'échéance du 1er juin. C'est possible que, connaissant Red Bull, ils sont toujours en train de rebondir, à chaque fois ils nous surprennent, etc. C'est pas impossible qu'ils viennent rejouer les premières places. Et donc, moi, j'attends de voir. J'ai hâte, en tout cas. En tout cas, Victor, tu parlais justement du possible départ de Verstappen qui ferait beaucoup de mal à la F1. Dans les instances de la Formule 1, il y a quand même une question qui va se poser, c'est soit modifier le règlement pour tenter de plaire à Max Verstappen et donc empêcher son départ, ou provoquer son départ en ne faisant rien. Est-ce que c'est aussi une question importante? Est-ce que la F1 doit se soustraire et se soumettre à la volonté de Max Verstappen? Ça reste un écosystème qui a toujours existé depuis 1950 et qui a existé sans Verstappen, qui continuera d'exister après Verstappen. Est-ce que vraiment il y a cette possibilité de se soumettre aux exigences de Verstappen, surtout si c'est le seul à parler aussi publiquement des problématiques? Oui, après, oui, c'est un peu plus large que Verstappen. Il y a voilà. Leclerc, il en parle aussi. Moins quand même que Max Verstappen. Un petit peu, surtout sur les qualifications. Bon, je vais en reparler après, mais on a aussi Perez qui en parle. Évidemment, il est moins médiatique. Les paroles de Perez, forcément, chez Cadillac, il est dernier, on ne va pas l'écouter. Sainz en parle aussi. Enfin, c'est un peu plus global que Verstappen. Mais je pense qu'il y a le côté aussi, pardon, je te coupe, mais ouais. le côté spectateur, et je pense qu'il y a aussi ça qui joue, et que c'est aussi écouté, parce que là, oui, il y a beaucoup... c'est l'un des personnages les plus clivants. Enfin, il fait réagir, il fait parler. J'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, lui, il est là vraiment pour le plaisir du pilotage. Quand certains d'autres pilotes, ils sont là plutôt pour le métier, pour le salaire, pour voilà. Lui, il est là pour le plaisir, pour piloter. Donc, s'il aime pas la manière de piloter en Formule 1, il va le dire. Et justement, il est capable de partir pour ça, c'est sûr. Mais après, moi, je pose la question. Enfin, est-ce que dans ce cas-là, le problème de, je sais pas, l'équité. Enfin, si il change le règlement pour Verstappen, ok, il y en a plein de pilotes qui se plaignent, mais dans le sens, j'arrive pas à trouver le bon propos, mais... Je comprends ce que tu veux dire. Il n'y a pas de consensus entre les pilotes. Enfin, je veux dire, les 22 pilotes n'ont pas dit on va partir. C'est ça aussi la problématique. Et puis, ils ont mis certaines écuries, ils sont depuis 2 ans sur cette nouvelle réglementation. Oui, voilà. Donc, en termes d'équité, d'équipe et tout, s'ils changent tout pour plaire à Verstappen, ce que j'entends, parce que, on l'a dit... ils vont jamais dire qu'ils le feront pour Verstappen, ça c'est sûr et certain. Mais on pourra se poser la question. Oui, c'est sûr. Parce que des rookies, par exemple, comme Arvid Lindblad, je pense qu'il est très content actuellement. Il n'a pas grand-chose à dire de cette réglementation. Il est juste content d'arriver en Formule 1. On imagine que c'était son rêve. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même 2 poids, 2 mesures. Il y a un juste milieu à trouver. Mais on verra, en tout cas, il va y avoir des mois et des semaines de réflexion. Donc on va voir comment la F1 réagit. Et on imagine qu'il y aura des discussions avec les pilotes concernés. Victor, tu parlais de performance. Et justement, on va arriver sur notre débat que tu nous as conseillé de faire. C'est toi qui nous as aiguillé sur ce débat. Et effectivement, en revoyant la qualification, on a vu quand même pas mal de choses un peu catastrophiques, il faut dire les termes. Et le débat, tout simplement, ça concerne donc les qualifications. Et c'est en voyant ces qualifications à Suzuka, est-ce qu'on a un peu perdu l'essence même de la qualif?
On a vu le rétrogradage dans le virage mythique du 130R. Et d'ailleurs, même le tour de pole position de Kimi Antonelli qui a été publié par la F1 sur Twitter a été coupé à ce moment-là. Et la F1 s'est excusée en disant que c'était un bug technique. Mais évidemment, tout le monde a réagi, y compris les plus gros influenceurs français sur la Formule 1, en disant que l'instance essayait de cacher justement ce rétrogradage. Effectivement, quand on entend ce bruit et qu'on voit les pilotes perdre autant de kilomètres-heure du 130R jusqu'au freinage de la chicane, c'est assez compliqué. Victor, tu peux commencer sur ce débat puisque c'est toi qui l'as initié. C'est vrai que la qualification, c'était quand même beaucoup plus de jeu de stratégie, à savoir quand dépenser sa batterie, que du pilotage pur. Ouais, moi après les qualifications, j'étais presque un peu attristé de la situation. Parce que Suzuka, c'est l'un des plus beaux circuits de la saison. J'attendais beaucoup de cette séance de qualification. Puis, selon moi, la qualification, c'est l'un des meilleurs moments du week-end, celui qui se fait lever de ton canapé après un beau tour. Et là, honnêtement, samedi, moi, j'ai eu aucune émotion sur cette qualification. Je suis très content pour Antonelli de sa pole position, mais honnêtement, il n'y a pas de... Moi, j'ai vu aucune émotion. Dans 2 ans, tu me demandes qui a fait la pole au Japon, je pense que je ne saurais plus entre Russell et Antonelli qui l'a fait. Donc moi, ça m'a un peu attristé. J'attendais beaucoup de cette qualification à Suzuka. Quand on compare par rapport à l'année dernière avec la pole de Verstappen, qui bat les 2 McLaren dominantes par 15 millièmes, c'était exceptionnel. Et là, ce week-end, en qualification, honnêtement, j'ai rien ressenti sur cette pole d'Antonelli. Donc on ne voit plus les voitures à leur maximum, on n'a plus l'impression de voir les pilotes au maximum. Donc c'est quand même assez gênant pour la qualification. Même je trouve que, comme tu l'as dit, la qualification c'est quelque chose d'un peu pas mythique dans un. Ouais, si ça l'est. Je pense que la qualification c'est mythique parce que c'est là où tu vois les pilotes qui enchaînent les tours à fond. C'est le moment où il y a plus de tension et d'adrénaline, je dirais, que juste la course en elle-même. Parce qu'il peut se passer plein de choses. C'est là où on voit les plus grosses erreurs des pilotes. Et puis on voit aussi le talent d'un pilote pour aligner un bon tour. Donc je pense que c'est dommage de cacher ça derrière de la récupération d'énergie. Après, ça fait le jeu stratégique aussi. Donc, oui, en fait, ça soulève le problème qui est soulevé, que ce soit en course ou en qualif depuis le début de la saison, c'est est-ce que c'est du pilotage ou de la stratégie, la Formule 1 au final. Donc je pense qu'on avait assez de stratégie du côté des pneus, du côté des stands. Pourquoi rajouter ça ? Je pense que la FIA va vite comprendre qu'ils ont fait une petite erreur, mais bon, on va voir comment ils vont rebondir. Maintenant, c'est fait. Donc on peut pas y faire grand-chose. Et on verra, mais je pense pas que ce soit durable dans le sens... Comme j'ai dit la dernière fois, pour moi, c'est une question de vitrine et d'écologie, ce 50-50, mais ça ne reste que mon avis. Donc, mais après, avec le changement climatique, dans le sens, il fallait faire aussi aller dans ce sens écologique. Même si ça apporte l'aspect stratégique et ça diminue l'aspect spectaculaire et performance. Oui, mais en soi, on a la Formule E déjà qui va dans ce sens-là. Donc si c'est pour enlever l'essence de la Formule 1, il faut supprimer en fait. Ça sert à rien. Mais la Formule 1, elle est beaucoup moins médiatisée dans le sens. Je pense que aussi, c'est un symbole fort de vision médiatique. De montrer, même la catégorie reine se met un peu à préserver l'environnement. Si la Formule E est moins regardée, c'est qu'il y a une raison. Donc à un moment, il faut se poser des questions. C'est sûr qu'on ne peut pas faire 2 Formule E, en fait, sinon ça ne sert plus à rien. Et on fait que de la Formule E, on arrête la Formule 1. Alors, donc c'est compliqué, je l'accorde, mais ça enlève l'essence de cette discipline, en tout cas, à mon avis. Louis, c'est vrai qu'on se souvient de tour de Lewis Hamilton à Singapour, du tour aussi qui n'a pas été fini de Verstappen à Jeddah. Les qualifs, on les aime parce qu'il y a des tours qui sont absolument magnifiques, comme celui d'Hamilton, des tours qui auraient pu être magnifiques, comme celui de Verstappen manqué à Jeddah. Et comme Victor lui disait, on a l'impression qu'on perd ça, qu'on attend juste de savoir qui va faire la pole, qui va le mieux savoir dépenser son énergie et dans quel secteur, parce que c'est là où il pourra gagner le plus de temps. Mais finalement, que ça sera un jeu un peu de surface, de voir où est-ce qu'on peut gagner le plus. Et moins de pilotage forcément. Quand on l'a vu à Jeddah, Verstappen, on était tous là à regarder le chrono, on s'est dit putain il va le battre, et puis au final maintenant tout a disparu. En fait on est juste assis là à notre canapé à savoir qui c'est qui va prendre la pole. C'est un tour de gestion, un tour de, il y a plus, j'ai l'impression qu'il y a plus, tu dois plus faire parler ton talent, c'est juste à qui va savoir utiliser la batterie au bon moment, à qui va avoir la batterie la plus puissante, ou enfin bref,
on a l'impression, c'est un peu Mario, quoi. Donc, c'est Leclerc qu'on parlait justement, mais c'est un des meilleurs pilotes de qualification dans la grille. Ouais. Et il disait à la radio, il se tue dans les virages pour gagner 1 dixième, pour au final perdre 5 dixièmes dans la ligne droite en faisant rien. Donc, voilà. C'est désolant. Et justement, on parlait de Charles Leclerc, on va passer à notre bonus-malus de ce week-end. Et on va débuter par Leclerc et on va lier la meilleure radio avec le meilleur dépassement, puisque les deux concernent Charles Leclerc. Ça permettra de ne pas nous répéter, d'englober le tout. La meilleure radio, c'est celle de Brian Baudy, l'ingénieur de Charles Leclerc, qui a déclaré « Tu as une paire en acier ». On a enlevé quelques mots dans la déclaration, vous irez voir par vous-même sur les réseaux sociaux, sur le compte de la Formule 1, les mots qui ont été enlevés. Et quand il a dit ça, il parlait du dépassement effectué sur George Russell. Donc c'est simple, Leclerc, c'est, on va le dire, laissé dépasser par George Russell dans la dernière chicane, avait gardé de l'énergie pour réattaquer dans la ligne droite et a dépassé George Russell par l'extérieur au premier virage, qui est très compliqué. C'était pour reprendre la 3e place sur la ligne de podium. C'était au tour 51, donc 2 tours avant la fin de la course. Vous voyez le dépassement. Et donc son ingénieur a réagi à ce dépassement avec ces mots. Tu as une paire en acier. Et c'est vrai que ça a fait du bien personnellement. Quand j'ai regardé le Grand Prix, ça a fait du bien de voir ce dépassement, parce qu'on s'est dit d'accord, c'est possible de dépasser. Alors il a été aidé avec le déploiement de son énergie pour revenir, mais ça fait plaisir de voir un vrai dépassement de pilote par l'extérieur, pas simplement en ligne droite parce qu'on a plus de batterie. Ça faisait plaisir de voir cet enroulé de Charles Leclerc pour récupérer le podium. On a vu vraiment l'essence même du pilotage de Charles Leclerc et la capacité à dépasser. Ça rappelle un petit peu plus le DRS qui me manque tant. Donc ça fait un peu du bien, on dirait une course à l'ancienne, si je puis dire. Donc oui, ça fait du bien, ça remet un petit peu de spectacle. Parce qu'on pensait que cette réglementation allait nous ramener du spectacle, mais qu'en ligne droite apparemment. Donc là, ça fait du bien. Puis même ça... Vas-y. Ça rappelle le talent de Charles au niveau des dépassements. Bon, ça, il n'y a pas besoin de le rappeler. Mais, oui, on le rappelle quand même, c'est important. C'est sûr. C'est une de ses qualités, c'est un trait de pilotage qu'il a, et je pense que pas mal de pilotes sur le paddock le disent, quoi. C'est le maître des dépassements. Ce qui fait aussi que c'est difficile de le dépasser. Je sais pas ce que vous en pensez, mais sur ces 3 premiers Grands Prix de début de saison, en dehors des pilotes Mercedes, c'est peut-être le pilote qui trouve la meilleure balance en course entre la gestion de son énergie et l'attaque. Là, il est capable d'économiser son énergie parce qu'il sait qu'il va réattaquer après. Il y a eu pas mal de duels avec Lewis Hamilton en Chine. N'oublions pas Hamilton en Australie, c'est le seul à titiller George Russell au départ et il arrive à tenir pas mal de tours. George Russell derrière lui, alors que Leclerc était en première position, mais justement grâce à cette gestion entre la batterie et la défense, je trouve, parmi tous les pilotes, c'est un de ceux qui a le mieux compris. Alors qu'il aime ou qu'il aime pas, c'est pas la question. On sait qu'il l'a pas mal critiqué cette réglementation, mais c'est celui qui en tire le plus profit, qui en tout cas la gère le mieux pour l'instant, et celui qui arrive à titiller le plus les Mercedes. Victor. On l'a encore vu hier. D'accord. Oui, de toute façon au championnat ça se voit, c'est lui qui est il est 3e à 49 points et Russell est 2e à 63. Oui, au final il n'y a pas un écart si conséquent après 3 grands prix et une sprint, c'est pas non plus un écart énorme. Donc non, et puis de toute façon il sait s'adapter, il a une capacité d'adaptation assez forte aussi. Donc c'est un des meilleurs pilotes de la grille. J'allais dire ça, si on s'écarte un petit peu des points et du classement, sur la piste, c'est l'un des meilleurs pilotes en termes je dirais de l'aspect mental en fait, et il arrive bien depuis quelques années, après ses passes difficiles avec Ferrari, je pense que ça l'a un petit peu forgé et il arrive bien à faire la différence entre la piste et le personnel, ce qui peut avoir comme pression de cette écurie, parce que c'est pas n'importe laquelle, même s'il y est depuis quelques années maintenant. Mais avec Hamilton, c'est les 2 pilotes, je trouve, qui s'adaptent le mieux. Après, on n'a pas eu encore trop les McLaren malheureusement en course. Donc je pense aussi que Piastri c'est bien adapté aussi. Mais c'est sûr que je m'attendais à pire avec cette nouvelle réglementation. Je pensais que plus de pilotes allaient être comme Verstappen et au final ça a l'air de pas trop mal aller, donc c'est bien aussi pour eux de quand même réussir à prendre un minimum de plaisir dans leur sport. Ouais, puis après c'est l'un des qu'on voit de plus à la télé forcément. Je pense dans le midfield il y en a qui gèrent aussi bien, et peut-être je peux te faire une petite transition, notamment Gasly qui... Oui, tout à fait, ça permet de passer sur Gasly qui est notre bonus.
Donc super course, 7ème qui a résisté à Max Verstappen juste derrière, 8ème toute la course, pilotage très intelligent. Et il me semble qu'il y a 2-3 fois où il s'est fait dépasser par Verstappen et il a pu le repasser, même si la réalisation à la télé ne l'a pas tout le temps montré, on a pu le voir sur les graphiques. Et d'ailleurs en zone mixte, c'est quelque chose de très intéressant. Gasly a déclaré que c'était la meilleure monoplace de sa carrière pour l'instant. Et c'est pas anodin puisque Alpine réalise son 2e meilleur démarrage de l'histoire avec 10 points en 3 courses. Il n'y a que en 2022 où ils ont fait mieux avec 16 points, mais sinon en 2021 c'était 3. Et en 2024-2025 0 points. Et ils avaient fait aussi en 2023 8 points. Donc voilà, 10 points c'est quand même pas mal par rapport à leur objectif. Effectivement c'est un bon début de saison. On avait vanté la bonne course de Colapinto en Chine il y a 2 semaines qui était vraiment intéressante, et celle de Gasly aussi, et là Gasly a réitéré l'exploit de tenir Max Verstappen derrière lui. Et il était parti 7ème, donc il a rempli l'objectif d'aller chercher cette 7ème place en course. Course très intelligente et qui symbolise un peu ce très bon début de saison d'Alpine. Ouais, bah, il finit premier des 3 meilleures écuries, on peut dire. Donc, ouais, franchement, moi, il m'a surpris parce que en fait, je me suis dit, Verstappen, il va bien, par un petit coup de génie ou un petit coup dans un virage ou quoi, il va le surprendre à la Verstappen et tout. Mais il a super bien géré. Et puis en plus, sa voiture tourne bien. Donc, il a dit c'était celle qu'il affectionne le mieux depuis le début. Ouais, donc. Bon, Colapinto, il en fait pas tout autant, mais moi je suis super content parce que là on le revoit avec le sourire et tout, et on sent que j'espère qu'il va pouvoir gratter des meilleures places à l'avenir, parce qu'il y aura des abandons devant, il y aura des petits, enfin je les souhaite pas les crashs, mais je sais que ça va se titiller un peu devant, donc va falloir qu'il en profite, et je sais qu'il va le faire parce que il en est capable. Même il est, comme tu le disais, on le voit sourire, on le voit content, on le voit satisfait de sa monoplace, et je pense que même mentalement, ça lui redonne un peu d'espoir. Ok, je peux me battre pour pas mal de bonnes positions, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que on voit que c'est un pilote qui donne vraiment tout. Des capacités de sa monoplace, qui va toujours aller chercher plus loin, qui veut aller récolter des points pour son équipe. Donc très très bon début de saison, et on espère que ça va continuer pour la suite pour notre pilote français. Oui, mais puis il se laisse pas abattre, il se laisse pas impressionner. Bon, maintenant ça fait quand même quelques temps qu'il est là, mais quand même Verstappen, il a eu en coéquipier pas très longtemps, mais c'est arrivé, et ça fait du bien de voir un petit peu plus je dirais moins de les top pilotes et les anciens et les nouveaux ou les jeunes. Donc c'est un petit peu plus mélangé, donc ça fait du bien à voir. Sachant que Pierre Gasly est 8ème actuellement, je viens de regarder au championnat du monde des pilotes, 3 petits points devant Max Verstappen qui est 9ème. Donc là aussi, c'est bizarre de dire ça. C'est le symbole d'un très bon début de saison. Par contre, le malus, évidemment, alors plus qu'un malus sur un pilote, on va parler d'un moment. Vous l'avez vu, cet accident entre Oliver Biermann et justement Franco Colapinto, ce delta de vitesse entre Biermann qui arrivait à toute berzingue et Colapinto qui était en train de faire de la recharge d'énergie. Il y avait un delta de vitesse de plus de 50 km/h, c'était absolument énorme. Il y a eu ce petit mouvement de Colapinto vers l'intérieur de la piste, Biermann qui arrivait vraiment très vite, impossible de freiner, il n'avait pas le temps, donc il se décale à gauche à côté de ce mouvement, mais qui n'a d'autre choix en fait que se déporter dans l'herbe, et derrière c'est le crash, un gros impact contre le mur. Alors est-ce que c'est la faute de l'un de l'autre, ou plus globalement en fait de cette réglementation, là encore on y revient, de cette gestion de l'énergie, et c'est Jacques Villeneuve qui en parlait aussi. En fait, tout le monde attendait un peu le moment où un accident allait se produire entre un pilote qui recharge, un pilote qui attaque, et un delta de vitesse immense, et sur une piste étroite avec de l'herbe juste à côté. C'est tout de suite la punition pour le pilote qui se fait avoir. Et encore, quand c'est de l'herbe, ça va. On verra à Monaco. Oui, parce que dans les circuits urbains, c'est le mur tout de suite. Bah oui, c'est le mur tout de suite. Donc à voir, mais dans tous les cas, c'est très très dangereux d'avoir autant de gap entre deux voitures qui sont à quelques centimètres. Les Formule 1, c'est quand même... elles sont plus petites, mais elles sont quand même assez larges pour des circuits où la piste est un peu serrée, quoi, déjà pour des voitures à la même vitesse, donc à vitesse 50 km/h d'écart, c'est pas rien du tout. Donc c'est un petit peu la faute de Colapinto, bien sûr, hein, attention. Il y a quand même ce mouvement vers la gauche qui est assez dangereux et qu'on n'aime pas voir en Formule 1. Oui, parce que ça arrivait à Russell aussi, qui a eu au même endroit qu'il y a eu un arrêt, et c'est Leclerc qui a pu le dépasser. Ouais. Russell lui avait bien tenu sa ligne, et Leclerc a pu le passer. Là, il y a ce petit décalage.
Enfin, c'est quand même assez dur à juger, mais voilà. Sachant que dans le chat, c'est dégradé au sécateur, pardon, j'ai encore oublié le JP, qui nous dit il y avait une différence de 262 à 167. Donc en fait, c'est selon les télémétries. Donc c'est vraiment énorme, et c'est vrai que visuellement, on se dit qu'en fait, il aurait pu avoir un accident où Birman rentre dans l'arrière de Colapinto, et là, ça aurait pu être encore plus désastreux pour les deux. C'est clair, hein. Puis après, il y a énormément de pilotes qui le disaient, et Carlos Sainz a été le premier à le dire, mais de toute façon, depuis le temps que je vous le dis, on savait très bien que c'était le risque de cette réglementation, donc on espère très clairement que l'instance va prendre des bonnes décisions, parce qu'il le faut, et on ne peut pas mettre en danger la vie de nos pilotes pour une réglementation pareille, puis l'impact de 50G, et puis on a vu Berman qui est sorti de sa monoplace, qui a boité, hein. À un moment on a eu très peur pour le pilote en lui-même, donc non, c'est un gros problème de cette réglementation, et moi je sais pas vous, mais je trouve que le fait de ne pas avoir pris de décision supplémentaire de la part des commissaires, même du coup, vous l'avez dit, le mouvement de décalage un peu sur la zone de freinage, il y a un pilote qui a été pénalisé pour ça ce week-end. Je sais plus quel pilote a été pénalisé, mais donc moi je m'attendais à une pénalité. À une pénalité. À une légère pénalité, en tout cas pour ce moment de... Ouais, c'est vrai que faire passer ça en incident de course, c'est un peu troublant, parce que on a... mais c'est leur donner tort s'ils mettent une pénalité, parce qu'ils sont obligés de recharger. Mais donc finalement, on a ce décalage de Colapinto, c'est des décalages qui ont souvent été pénalisés, contre lequel la FIA met parfois des pénalités. Là, ça engendre quand même un accrochage, et on espère qu'Oli Birman va aller mieux dans les prochaines semaines. La FIA, à quand ils jugent ce qui s'est passé, à quand ils jugent la conséquence, donc on ne sait pas trop, même eux ils savent pas trop comment faire, mais c'est sûr que, à part dans les duels Hamilton-Verstappen où ils ont été un peu plus conciliants avec ces petits décalages, quand c'est dans le paquet du milieu, c'est souvent pénalisé, donc c'est pas très compréhensible. Ça, même le communiqué qu'a publié la FIA, il donne pas forcément plus de réponses, et le choix de ne pas avoir pénalisé. Ils disent oui, il y a plein de réunions qui vont être prises avec donc tous les acteurs de la Formule 1, etc. Ok, d'accord, mais on va faire quoi concrètement pour éviter que ça arrive finalement? Mais de toute manière, il faudra attendre un gros crash ou un gros accident pour qu'ils se réveillent, et c'est dommage parce qu'on n'écoute pas assez les pilotes là-dessus. C'est eux les acteurs, c'est eux qui pilotent, c'est eux qui prennent les risques tous les week-ends. Donc c'est malheureux à dire, mais malheureux, il a raison, parce que toutes les nouveautés qu'on a vues en Formule 1 comme le halo, etc., c'est arrivé après des catastrophes. Donc Et attention à Miami, qui comporte quand même des je pense à la zone sinueuse après avant, entre deux grandes lignes droites, on pourrait avoir des pilotes qui rechargent, d'autres qui arrivent, c'est un peu à l'aveugle à certains moments. Attention quand on va arriver sur des circuits très sinueux avec des murs où, comme vous l'avez dit, il n'y aura pas d'herbe ou de gravillon à côté, où il y aura des murs, ça sera pas vraiment possible d'éviter un pilote qui recharge, donc attention à des accidents. Oui, en fait le problème c'est qu'en Australie et en Chine, tout le monde chargeait au même endroit. Alors que là, au Japon, il y avait des philosophies un peu différentes, et ça amène ce genre de problème. À voir sur les circuits où vraiment il n'y a qu'une seule zone de recharge, là ça ira mieux. Mais sur les circuits un peu comme le Japon, où il y a plusieurs zones de recharge différentes, où là il y a plus de gestion, là on peut voir ces écarts de vitesse et de recharge. On a JP qui nous dit quelque chose de très intéressant dans le chat, en disant que Colapinto est dans les règles, et la réflexion se tient. Sans le delta de vitesse, il n'y a aucun risque et danger. Parce que c'est le delta de vitesse qui pose problème. L'an dernier, ce genre de décalage ne posait aucun souci, car le delta était seulement de 15-20 km/h, ce qui est vrai. Et on avait des batailles où il y avait des petits mouvements, et d'ailleurs tout le monde l'a fait, même Leclerc quand il fallait défendre, même cette année l'a déjà fait contre Russell. Il y a toujours eu ces petits décalages. C'est vrai que c'est toujours plus simple de se dire que c'est pas grand chose quand il n'y a pas vraiment de delta de différence. Là c'est vrai que le vrai problème c'est les 100 km/h quasiment de différence, et ça rend le décalage de Colapinto beaucoup plus important. Mais c'est vrai que si Birman arrive à la même vitesse que Colapinto, le décalage ne suscite aucune réaction, et on va simplement dire que c'est de la défense. C'est vrai que le fond du problème est peut-être aussi ce delta. Colapinto il est quand même pilote, il sait très bien que Birman derrière il n'arrive pas à 20 km/h de plus, donc c'est aussi à lui d'avoir un petit peu la conscience d'un pilote, et il connaît très bien la réglementation vu qu'il la vit. Donc je pense qu'il n'aurait pas aimé être à la place de Birman et d'arriver et que le pilote décale à une seconde que Birman passe. Donc c'est pas de sa faute, ok, c'est peut-être le delta qui est trop important, mais justement, si le delta peut être aussi grand, il faut prendre les mesures qui vont avec sur les pénalités et sur ce qu'on dit, ce qu'ont le droit de faire ou non les pilotes.
Donc je pense que encore une fois, c'est le règlement de la FIA qui n'est pas très bien construit, mais ça c'est l'éternel problème, j'ai l'impression. Bon, dans tous les cas, on aura tout le temps d'en reparler puisqu'on imagine que des événements similaires, malheureusement, vont se produire et il y aura d'autres occasions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de parler de cette nouvelle réglementation. Petite pause, enfin pas pour nous puisqu'il y aura quand même des émissions dans ce mois d'avril, mais la Formule 1 ne reviendra que le week-end du 1er mai, le Grand Prix de Miami le 3 mai. Donc c'est long. Le prochain débrief officiellement, ça sera le 4 mai, mais d'ici là, on aura quand même pas mal d'émissions hors série pour parler de cette saison, des actualités. Il y a des belles compétitions à regarder sans recharge de batterie. D'autres compétitions hors Formule 1 qui deux concernent le sport auto. On sait que Victor sera au Castellet pour une compétition en particulier. Tu pourras venir nous en parler dans cette émission. Des petits quiz, hein. Des quiz aussi. On sait que Louis a bien remonté la porte sur les quiz et était proche de s'imposer. Il était proche de s'imposer la dernière fois. Donc voilà, plein de belles choses à venir pour ce mois d'avril sans Formule 1, sans Grand Prix de Bahreïn ni d'Arabie Saoudite, mais 100% paddock continue. C'était une super émission. Avec, est-ce que je peux rajouter juste, je sais pas si tu l'as dit Marius, mais j'ai vu passer que le Grand Prix d'Arabie Saoudite, il me semble, pourrait revenir peut-être en septembre. Voilà, donc c'était la petite info. Voilà. On sait que l'argent est roi, donc ça ne serait Voilà, pas étonnant exactement. de voir le Grand Prix d'Arabie Saoudite finalement revenir au calendrier, si tant est que la situation géopolitique soit stable à ce moment-là, mais rien n'est moins sûr. Merci Lisa pour la précision, c'était important. On se dit à lundi prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous, c'était 100% Paddock.